Course autour du monde en double, transat au pluriel, en solitaire, record autour du monde ou en équipage, la fin de l'année 2007 a vu partir un très grand nombre de marins sur des voiliers à une ou plusieurs coques, véritables machines concentrées de technologie et d'expérience, capables d'atteindre ou de tenir à la voile les vitesses de plus en plus grandes que nous pensions encore du domaine de l'utopie il n'y a pas si longtemps que cela. Beaucoup de marins sur l'eau, beaucoup de voiliers qui traversent l'Atlantique ou tournent autour du monde. Et puis, au fil des jours, des nouvelles qui, petit à petit, dessinent les contours de ce qui pourrait faire évoluer l'avenir de la course océanique. Premier élément, la progression et la fiabilité des prévisions en matière de météo. Force et direction des vents sur des modèles de plus en plus fins, cartes de prévision d'état de la mer, les ordinateurs des services météo tournent à plein régime et permettent d'anticiper la trajectoire des bateaux et les manœuvres à faire. Les tables à cartes des voiliers sont devenues de véritables centrales de gestion par ordinateur et le sens marin inclut aujourd'hui, au-delà des connaissances météo, celle des outils informatiques très pointus. La fiabilité du matériel embarqué est elle aussi devenue impressionnante. Cette évolution va de pair avec une autre, la vitesse des bateaux. 18, 20, 25 ou 26, voire 30 nœuds, des journées de plus de 400 000 pour les monocoques et plus de 600 000 pour les trimarans. Les moyennes sont de plus en plus impressionnantes et permettent aux marins, tant faire se peut, de placer leur étrave au bon endroit sur l'échiquier des cartes météo et ainsi se donner le maximum de chances d'être là où il faut au moment où il faut. La technologie marque également de son empreinte cette augmentation des performances. Les pilotes automatiques deviennent de véritables robots intelligents où, à long terme, ils sont plus fiables que l'homme qui, lui, a des limites physiques et mentales. Côté pépin technique, la flotte des 60 pieds paye cash. Pindar, Artemis, PRB, Deltador, Veolia, Aviva, Britair. 7 60 pieds IMOCA ont perdu leur mât en moins de 3 mois. Même si c'est pour des raisons diverses, cette déforestation met l'accent sur un des maillons faibles de cette classe actuellement. Qu'un mât comme ça tombe, on pouvait avoir 36 000 problèmes, mais ce mât, visiblement c'est une épidémie en ce moment. On comprend pas ce qui s'est passé. De toute façon, il faut laisser passer du temps. Mais bon, c'est dur à avaler. Bon retour sur la catastrophe. Ce matin, on a navigué dans 25 nœuds de vent. On va pas dire tranquille, mais dans 25 nœuds de vent, c'est pas la tempête. Avec le grand Génécœur et un riz dans la grand voile. À un moment, on a entendu crack. Et quand on est sorti, qu'est-ce qu'on a vu? La tête de mât qui fondait. La fête, quoi. Sur les maxi trimarans, pas d'inquiétude, en tout cas annoncée ou non cachée à ce jour. Alors, est-ce parce qu'ils ne sont qu'exploités qu'à un certain pourcentage de leur potentiel ou parce que finalement, ce type de bateau est moins cassant dans la mer et subit des chocs moins violents? À voir les images, on peut effectivement se demander si par leur longueur et le passage caractéristique de leurs importantes étraves, les grands trimarans ne sont pas plus souples dans la mer formée qu'un 60 pieds IMOCA. Autre talon d'Achille du monocoque, sa quille pendulaire, qui subit des contraintes absolument énormes. Oui, alors en fait, on est arrivé ici hier avec un problème de quille. Et puis pour résoudre ce problème de quille, il a fallu lever le bateau, le sortir de l'eau, et qu'il y ait des ingénieurs et des spécialistes qui viennent inspecter la quille par des moyens techniques assez sophistiqués, qui s'appellent magnétoscopie et infrarouge, et ultrasons, pour arriver à déterminer si le petit crack qu'on voyait sur la quille était une fissure grave ou pas. Et en fait, il s'avère que c'était superficiel, donc on a pu se contenter de faire une couverture époxy, remettre la peinture, et là on remet le bateau à l'eau en étant tout à fait sûr que la quille est OK. Bon, la course est un petit peu compromise pour moi, vu que j'ai cassé la tige de vérin de quille. Du coup, j'ai réussi à bloquer la quille avec le vérin de secours, mais la course est terminée. L'objectif, c'est d'arriver, et on va faire en sorte que ça marche. Donc 30% moins vite, mais c'est pas grave, l'objectif, c'est d'arriver. Donc petite déception forcément par rapport à la course, mais le combat continue. En face, c'est sur la largeur, et donc sur ces flotteurs où le trimaran subit le maximum de contraintes que réside un potentiel point faible. Mais
il semble que pour le moment, la qualité des liaisons entre les différentes coques ne pose plus de problème majeur. Au niveau des manœuvres, il est surhumain de manœuvrer les voiles d'un de ces trimarans géants. L'engagement physique est impressionnant et l'effort des marins ne doit pas être banalisé. Il sera intéressant de demander à Thomas ou Francis si cet engagement n'est pas plus progressif et moins cassant que sur un mono, sachant qu'ils doivent réfléchir encore plus lorsqu'il faut prendre la décision de lâcher un riz ou d'envoyer un Jennaker. Une autre question qui se pose est sans nul doute l'état des océans qui servent de support à ces courses et records. Thomas Coville sur Sodebo vient de jeter l'éponge alors qu'il venait de battre le précédent record de Francis Choyon, 619 000,3 à une moyenne légèrement en dessous de 26 nœuds. Quelques minutes après avoir eu ce résultat, j'ai donc perdu un morceau de l'étrave du flotteur tribord de Sodebo. Ça veut dire fin du rêve, fin de l'aventure. Cette triste fin de la tentative de record de Thomas est due vraisemblablement à une collision avec un growler. Depuis 2 jours, Sodebo naviguait à fond dans un champ d'iceberg à une latitude où il n'est pas commun d'en rencontrer autant. Steering the boat. Hello Damian. La planète se réchauffe. Et voilà que vraisemblablement ce réchauffement va être également un des éléments qui sera à prendre en compte lors des prochains tours du monde. Passer aussi sud qu'avant ne sera plus possible. Il y aura trop de glace, trop de risques. Alors en passant plus au nord, les records seront de plus en plus difficiles à battre, sauf si, comme pour la Barcelona, sont mises en place des portes, points géographiques de passage obligatoire, pour lisser le parcours. Mais alors se pose un autre problème. Nous l'avons vu, aujourd'hui un 60 pieds IMOCA ou un maxi trimaran comme IDEC ou Sodebo sont capables d'échapper au pire du mauvais temps grâce à leur vitesse et aux prévisions météo. Qu'en sera-t-il si, proche d'une de ces portes, se concentre une tempête violente qu'il faudra affronter de face pour la passer? Voilà une question bien difficile pour les organisateurs de courses, de records et les marins. Un autre élément prend de plus en plus de place dans le débat, l'encombrement des océans. S'il peut être naturel comme pour les icebergs, voire les cétacés et autres habitants de la planète océan, il est également dû au trafic maritime. La malchance de rencontrer un OVNI, objet flottant non identifié, est de plus en plus grand et surtout devient une des raisons principales, avec la perte des mâts, de l'abandon d'une course ou d'un record. Ajouté à la glace dérivante, nous sommes plus près de la roulette russe que de la stratégie ou des dangers naturels. La chance devient un facteur clé de la victoire. C'est dans la nature de l'homme que d'essayer d'aller plus vite, plus loin. Cette chasse à la première place, cette course sans fin, c'est aussi elle qui fait rêver ceux qui restent à terre et qui fait l'intérêt de ces aventures sans but que celui de partir et revenir, de faire le tour de notre belle planète sans avoir rien vu que la mer et encore la mer. C'est peut-être aussi cela qui fera que nous verrons dans quelque temps des grands multicoques en course autour du monde, toujours à la recherche de l'ultime limite qui sans cesse semble être, comme la ligne d'horizon, inatteignable.